Âgé de 95 ans, Raymond Aubrac est entré depuis longtemps dans ce territoire inquiétant et lointain auquel on a donné le nom évocateur de grand âge. Depuis le décès de sa compagne, Lucie Aubrac, il ne pouvait se résigner à voyager dans le seul périmètre de son appartement, avec pour unique compagne la solitude. Intimement convaincu que si les voyages forment la jeunesse, ils ne pouvaient faire de mal à la vieillesse, il sortait du rang et sillonnait la planète des rêves et des souvenirs plein les yeux. Il avait vu naître le XXe siècle dans le linceul de la Grande Guerre, et quelques années plus tard, à peine sorti de l'adolescence, il plongeait dans cette aventure qui allait avoir pour nom la résistance. Il n'était qu'une poignée de rebelles à avoir choisi de résister, quand tant d'autres se précipitaient dans les bras de la défaite. Le général de Gaulle l'avait reconnu comme un des siens, et la libération venue lui avait confié une des missions les plus difficiles qui soient, reconstruire la France. Il savait que seuls ceux qui, dès l'origine, avaient cru en la victoire, trouveraient la force morale de rebâtir leur pays. Ici Londres, France Inter vous parle, il est 13h. Et en ce début de nouveau siècle, le 18 juin 2010, dans le studio de France Inter, installé exceptionnellement à Londres, Raymond Aubrac rappelait le message d'optimisme de la résistance. Raymond Aubrac, vous avez 95 ans, je crois qu'on peut le dire, et vous continuez aujourd'hui à aller dans les écoles pour raconter ce qui s'est passé, pour raconter la résistance. Pour quelle raison ? Parce qu'il faut témoigner, il faut raconter ça aux jeunes générations ? Pour fréquenter beaucoup de jeunes adolescents actuellement dans notre pays, je voudrais leur dire d'avoir confiance en eux, plus qu'ils ne semblent avoir, d'avoir aussi confiance dans l'avenir. Quelques-uns semblent inquiets, ne sentent pas réellement un futur bien clair. Mais je voudrais bien sûr que la société leur offre plus de perspectives, mais qu'ils soient aussi eux-mêmes convaincus que l'avenir, en réalité, c'est eux. Et c'est d'eux que ça dépend. Celui qui a voyagé avec Raymond Aubrac durant les 3 années de tournage de ce film a compris qu'il a fait sien le principe du vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway. Un homme, ça peut être détruit, mais pas vaincu. C'est une expérience étrange, profonde, que celle de ces dizaines d'heures d'entretien, dont il ne va rester dans ce film que des fragments, comme une étoile qui éclate en milliers de souvenirs oubliés. L'avenir, c'est eux, et c'est d'eux que cela dépend. Lorsqu'on feuillette l'album de photographie de l'enfance de Raymond Aubrac, on comprend mieux le message qu'il souhaite aujourd'hui transmettre aux jeunes générations. Le bonheur est là, évident. Raymond, son frère Yvon et sa sœur Ginette sont l'objet de toutes les attentions. Vraiment, j'ai le sentiment d'avoir eu une enfance normale et heureuse. La famille était en bon état. Mon père et ma mère s'occupaient de leurs enfants normalement, tout en travaillant. Mon père était un commerçant. Il vendait du tissu, il vendait des vêtements pour les hommes, pour les femmes. Et ma mère s'occupait du rayon des femmes. Mon père travaillait beaucoup. Il était tout le temps pris par ses affaires. Je pense que j'ai appris de lui à travailler. Ma mère était assez attirée par les milieux d'enseignants, les milieux intellectuels et les milieux politiquement plus ouverts que mon père. Mon père avait un tempérament assez conservateur. Tout ça est normal, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a une petite famille dans une petite ville de province. C'est une famille juive qui était connue comme telle. Étant donné ma date de naissance, j'ai très souvent entendu parler de l'affaire Dreyfus et des conséquences politiques de l'affaire Dreyfus.
je pense avoir eu quelques bons camarades dont les familles étaient durement antisémites, notamment des familles d'officiers de carrière. J'ai lu Mein Kampf dès qu'il y a eu des traductions françaises. Je l'ai lu, je ne sais plus quand ça a apparu en France, mais je l'ai lu tout de suite. Et là, alors, le problème racial est posé dans toute son ampleur. Vous êtes en train de vous demander dans quelle catégorie on vous range. Quand de surcroît vous êtes juif, alors là, la catégorie, elle est indiquée tout de suite. Raymond Aubrac se nomme en réalité Raymond Samuel. En 1945, comme de nombreux autres résistants d'origine juive, il a décidé de conserver son nom de clandestinité, Aubrac. Quand j'étais étudiant, je me suis présenté à Polytechnique. J'ai été admissible, mais pas reçu. Et puis j'ai été reçu dans d'autres écoles, les mines, les ponts, les centrales. Et puis, ben voilà, j'ai choisi les ponts. J'ai changé de vie, je suis venu à Paris. Je me suis installé dans une maison d'étudiants qui existe toujours, qui est rue Saint-Jacques. Et puis, on continuait de discuter politique. On est en 1934. Hein. Il y a les ligues, il y a le Front populaire. Le boulevard Saint-Michel est un champ de bataille physique. On se bat physiquement contre les jeunesses patriotes. Moi, j'ai appartenu pendant probablement 2 ans, sur mes 3 ans d'école, à un petit groupe qui poursuivait sérieusement des études marxistes. Dans le cadre de l'université ouvrière, on a devant nous Politzer ou Gabriel Péry. Il y avait Vaillant Couturier, bien sûr. Il y avait tous l'état-major intellectuel de l'époque, qui étaient des types très brillants, très sympathiques, très ouverts. Et ils nous parlent de ce qu'ils font, on leur pose des questions, ils répondent. Il n'y a pas de langue de bois. Dans l'intervalle, on lit, on travaille, on s'informe. J'ai avalé un peu du Capital et Lénine. C'était pas des réunions publiques, c'était un espèce de petit cercle informel, voilà. Et plus ou moins clandestin, à cause du contexte politique. À l'heure de la mobilisation contre le fascisme, on trouvait même des officiers militaires défilant en uniforme aux côtés de militants communistes ou socialistes. C'est dans ce climat si singulier d'unité du Front populaire que des jeunes officiers de l'école polytechnique, Max Barrel, fils de député communiste, le Rouge de l'école polytechnique et ses complices, Maurice Rousselier, Robert Rossi, Jacques Florentin et d'autres, n'hésitaient pas à se glisser hors de leur dortoir pour rejoindre Raymond Aubrac et ses camarades à l'université ouvrière. Dans les grandes écoles, on est minoritaire, les gens de gauche sont minoritaires, on éprouve le besoin de devenir officier. On fait très sérieusement la préparation militaire. Lucie avait été désignée pour aller à l'école de cadre à Moscou. Mais moi, je ne suis pas du tout dans le circuit formel, oui. Du tout. J'y suis pas, je ne veux pas y être. Et même dans notre petit groupe, il y a quelques camarades qui vont s'inscrire au parti. Quelques-uns de nos camarades vont s'inscrire au parti. Mais on les laisse tranquilles. On ne veut pas les voir dans des réunions de cellules ou autres. Si une photographie de Lucie Bernard en communiante atteste qu'elle était bien baptisée et catholique, l'affaire Dreyfus n'avait cessé d'être présente dans sa formation intellectuelle et elle disait à toutes ses copines être fière de s'appeler Lucie, comme l'épouse du capitaine Dreyfus. Dès l'année 1934, elle avait été initiée à la lutte clandestine par Joseph Epstein et André Tollet, 2 militants de l'Internationale communiste. Elle n'hésitait pas en plein jour à inscrire sur une porte d'usine le slogan quelque peu provocateur de « Défendons l'URSS ». Et sa réputation était déjà bien établie au quartier latin, où Raymond Aubrac l'avait croisée en compagnie d'autres camarades des grandes écoles. À l'époque, un rapport du Parti communiste la décrivait comme combative et très casse-cou.
se battant volontiers, très populaire, pleine d'allant et d'enthousiasme, et parfois un peu fantasque. Le 27 janvier 1934, bal du droit. L'heure n'était pas encore au coup de foudre, et le nom de Lucie Bernard n'apparaît pas dans les petits agendas journaliers que Raymond Aubrac tenait avec toute l'application et le sérieux de celui qui se prépare à entrer dans une vie intense. On peut y lire des noms devenus célèbres, des notes de lecture ou de préparation d'une conférence pour l'université ouvrière, et, signe que les études ou la politique n'étaient pas son seul souci, parfois des prénoms féminins, dont il s'inquiète avec humour quand ils se répètent de manière un peu trop rapprochée. Colette, midi. Hélène. Qui est Hélène? Ça me tracasse, ces prénoms féminins, naturellement. SS Champlain, le 26 août. Ça, c'est le départ aux États-Unis. Durant l'été 1937, lauréat d'une bourse d'études à Harvard et au Massachusetts Institute of Technology, Raymond Aubrac part à la découverte du Nouveau Monde avec le projet secret d'une carrière internationale. Mais son séjour est rapidement assombri par les nouvelles en provenance d'Europe. Une lettre écrite à ses parents le lendemain de l'invasion de l'Autriche par Hitler révèle sa lucidité sur la politique d'expansion de l'Allemagne nazie. Cambridge, 13 mars 1938. Chers parents, j'imagine que ces derniers jours ont été assez troublés en France avec les tristes affaires d'Autriche. Ici, l'émotion a été très grande hier et avant-hier, et 100 fois on m'a demandé si la France allait intervenir. Les Américains que je connais ont été très émus par le coup de force qui heurte leur conception de la souveraineté de l'État. Ils ont une grande pitié pour les Juifs autrichiens. J'ai un camarade juif à Vienne et je suis bien inquiet sur son sort. J'ai aussi examiné cette affaire d'Autriche avec mon bon ami, jeune ingénieur et officier aviateur de l'armée du Reich. Après avoir invoqué Hitler, dont le portrait domine son bureau, il se déclare sur tous les points d'accord avec la politique allemande, quels qu'en soient les effets. Il s'en remet entièrement à Hitler, son guide, et le guide des peuples germaniques. Ce garçon est fort intelligent et certainement sincère, mais il est empreint d'une mystique sauvage. J'ai bien peur pour la Tchécoslovaquie, et pour nous tous. À son retour en France, Raymond Aubrac n'eut guère le temps de reprendre contact avec sa famille ou ses amis. Ses obligations militaires l'attendaient. Il fut incorporé le 14 novembre 1938 à l'école du génie de Versailles. Avec la signature du pacte de Munich le 30 septembre, la France et la Grande-Bretagne n'avaient fait que reculer l'échéance d'une entrée en guerre. Comme tout le monde, je voulais avoir une garnison dans un régiment du Midi. Le régiment le plus prisé était à Valence, à l'époque. Mais j'ai pas eu Valence. Il restait Strasbourg, j'ai pris Strasbourg. J'ai donc retrouvé à Strasbourg quelques-uns de mes camarades d'école, notamment Gâteau, je crois aussi de la rue Epemier. Et quand je les ai retrouvés et que nous avons parlé de la ville de Strasbourg, les garnisons, les rencontres, etc., ce sont eux qui m'ont signalé la présence de Lucie et qui probablement ont signalé à Lucie ma présence. Et à l'époque, j'intéressais Lucie surtout parce qu'elle venait d'avoir une bourse pour passer un an d'études aux États-Unis et préparer une thèse. Et tout d'un coup, moi, je revenais des États-Unis, je venais d'y passer un an, donc je pouvais lui apporter quelques renseignements utiles. J'ai été danser avec Lucie à Strasbourg. Mais vous voyez, ça a des conséquences qui durent 67 ans, alors on ne peut pas se mettre à danser souvent. Dans la douceur des premiers jours de l'été 1939, enthousiasmés par les récentes victoires de l'équipe de France de football, les enfants du leader du Parti communiste, Maurice Thorez,
pouvaient encore croire que la victoire contre l'Allemagne nazie était possible. Ils étaient nombreux à penser que l'URSS pèserait de tout son poids pour éviter la guerre. Le 14 juillet suivant, à l'occasion du 150e anniversaire de la Révolution française, Maurice Thorez, Georges Maran et de nombreux cadres du Parti communiste français affichaient des sourires de rigueur, mais le sérieux de leurs discussions témoignait d'autres préoccupations. Avec la brutalité sèche d'un coup de tonnerre, l'annonce le 23 août de la signature d'un pacte de non-agression entre l'URSS et l'Allemagne nazie ne laissait plus d'espoir et plongeait les militants dans le plus grand trouble. Un mois plus tard, le président Lebrun signait le décret de dissolution du Parti communiste français. Dès la déclaration de la guerre, le 3 septembre, l'ordre d'évacuation de Strasbourg a donné lieu à d'étranges spectacles. Spectacle cruel que celui de ces femmes et enfants quittant leur domicile dans la plus grande précarité. Spectacle plus solennel dans les bibliothèques et les musées où les employés s'affairent à mettre en caisse livres, peintures, sculptures et autres objets précieux. Et dans les églises et temples, on procède avec d'infinies précautions à l'évacuation des objets de culte. À la synagogue, c'est à l'oncle de Raymond Aubrac, Justin Schoull, rabbin et aumônier militaire de la garnison de Strasbourg, qu'est échue cette tâche sacrée. On le voit ici revêtu de son châle de prière. C'est certainement avec l'appréhension de ne jamais la voir revenir qu'il confia la Torah au service en charge de la protection du patrimoine cultuel. 3 mois plus tard, le 14 décembre 1939, Raymond Aubrac avait obtenu une permission pour se marier avec Lucie Bernard. Signe d'une époque troublée, le repas de mariage a été pris dans la plus stricte intimité. Raymond a un regard lointain, et à sa gauche, sa mère semble suspendue au bord du cadre, comme devant un avenir incertain. Cet hiver-là, il a fait froid, il a beaucoup neigé. Alors moi, j'ai été ensuite envoyé dans un petit pays qui s'appelle l'Avanzono. J'avais passé 2-3 semaines avec une quinzaine ou une vingtaine de mes soldats à faire du béton dans des conditions acrobatiques, de manière à ce qu'on puisse installer des mitrailleuses ou des canons pour défendre le Rhin. Et jamais les mitrailleuses ne sont arrivées. Jamais. Le béton est resté du béton. Il n'y a pas eu d'armes dedans. Et moi, j'avais une section de jeunes Alsaciens mobilisés au moment de la déclaration de la guerre. Ils voyaient livrer tout leur pays aux Allemands sans combattre, sans défense. Personne ne défendait l'Alsace. On n'a pas défendu l'Alsace. Je suis arrivé dans la forêt de Senones pour trouver le colonel commandant le génie de la division, un vieil officier d'active, assis au pied d'un arbre en train de pleurer. Bon, alors, pour y croire à l'armée à l'époque, il fallait avoir des idées préconçues et y tenir. C'était épouvantable. Le commandement militaire a été absolument épouvantable. Comment peut-on être militariste quand on a traversé ça, quand on a vu 1940 ? Fait prisonnier, dès son arrivée au camp de Sarrebourg, il écrit à Lucie une lettre teintée de mélancolie. « Rien n'est plus monotone, ma chérie, que la vie dans un camp. Plus que l'absence de confort et la piètre nourriture, les nouvelles fausses et contradictoires pèsent sur les quelques milliers de pauvres types qui sont ici et qui n'ont pas tous un espoir à l'horizon. En sortant d'ici, j'irai à Dijon, puis je te retrouverai et nous saurons choisir. » À chaque incarcération de Raymond Aubrac, soit 3 entre 1940 et 1943, Lucie revêtra le costume d'Ariane pour l'aider à retrouver la liberté.
Et le 25 août 1940, après l'avoir aidé à s'évader du camp de Sarrebourg, Lucie, avec bonheur, veille sur son amour retrouvé. Quand je sors de mon camp de prisonnier de guerre, nous nous trouvons, Lucie et moi, dans la situation où elle a une bourse pour aller faire une thèse aux États-Unis. Et moi, je vois les lois anti-juives qui commencent. Et je sors. Un an avant, j'étais étudiant et diplômé d'une très bonne université américaine. Par conséquent, l'idée de partir aux États-Unis est une idée normale et évidente pour moi. Alors, on tient un conseil de guerre à deux et on arrive à la constatation rapide que les États-Unis sont là pour un bout de temps et que le petit jeu qu'on vient de commencer avec quelques camarades, qui va s'appeler la résistance dans quelques temps, il ne va pas durer très longtemps. Par conséquent, on continue le petit jeu et on décide de se retrouver ensemble plus tard aux États-Unis. Raisonnement logique. Alors que Lucie et Raymond Aubrac s'apprêtent à jouer à un drôle de jeu, à l'Assemblée nationale, les députés ont choisi leur guide. Et le maréchal Pétain est investi des pleins pouvoirs, avec plus de 85% des voix. En serrant la main d'Hitler en octobre 1940 et en s'engageant dans la voie de la collaboration, le vainqueur de la Grande Guerre voulait croire que c'était le prix à payer pour que la France garde une forme de souveraineté. C'est génial, Pétain. C'est d'ailleurs une question qui me préoccupe depuis toujours. Est-ce que Pétain a eu des relations avec les Allemands avant ? C'est tellement extraordinaire comme solution au bénéfice des Allemands. Exploiter un pays au coût minimum et au rendement maximum, qu'est-ce qu'il y a de meilleur comme solution que de mettre à la tête de ce pays un vieux bonhomme respecté par tout le monde ? Travail, famille, patrie, c'est merveilleux. Ouvriers, techniciens, patrons, si nous sommes aujourd'hui confondus dans le malheur, c'est que hier, vous avez été assez fous pour vous montrer le point. Renoncez à la haine. On ne construit que dans l'amour et dans la joie. À l'opposé de l'abdication d'un maréchal vieillissant qui se pare des attributs du sacrifice, à Londres, une voix s'est levée. Une voix qui exhorte l'armée française en espérant qu'elle ait encore du sang à verser. À son arrivée à Lyon, en zone libre, le jeune couple a retrouvé amis et famille. Enceinte, Lucie Aubrac voit son énergie vitale décuplée. L'avenir est à eux et ils sont décidés à ne pas se faire voler leurs rêves et leur jeunesse par ce monde fantomatique qui parade dans les couloirs de Vichy. C'est à Clermont-Ferrand, sous les auspices les plus encourageants de la statue de Vercingétorix, vainqueur des Romains à Gergovie, qu'a lieu une rencontre décisive. Lucie vient à Clermont-Ferrand pour obtenir un poste à Lyon, parce qu'elle dépend administrativement de l'université de Strasbourg, qui est repliée à Clermont. Et c'est là qu'elle rencontre Cavaillès, à une terrasse de bistrot de la place de Jade. Ils commencent à discuter sur la situation ambiante, à haute voix, et à la table voisine, il y a des gars qui prêtent l'oreille, qui prennent leur tasse de café et qui viennent les rejoindre. Alors c'est Emmanuel Dastier, Jean Rochon, secrétaire de rédaction de La Montagne, et Zerafa, un des fondateurs de la LICRA. Il aura fallu toute l'intuition féminine de Lucie Aubrac pour concilier la rigueur de Jean Cavaillès, aventurier de la philosophie des mathématiques, et la nonchalance d'Emmanuel Dastier de la Vigerie, aristocrate en rupture d'une longue lignée de militaires, plus confiant dans son charme que dans les vertus de la raison.
Et voilà, et alors, qu'est-ce qu'on ne peut pas rester comme ça dans ce pays? Cette situation est stupide, il faut faire quelque chose. Et Dastier dit, j'y réfléchis, on va faire la dernière colonne. Et il me raconte sa rencontre avec Cavaillès, avec Dastier, etc. Et ça, pendant 48 heures, je suis vrai sceptique. Et nous sommes dans un petit logement de la rue Pierre-Corneille à Lyon. On sonne à la porte, je vais ouvrir, et je vois un grand gars brun, à bonne gueule, à bonne l'air sympathique, qui, avant d'entrer, crie à forte voix « Sous le pont Mirabeau ». Et Lucie, qui est dans la cuisine, répond « Coule la Seine ». C'était le mot de passe de la dernière colonne. Alors il entre, c'était Jacques Vernon, le frère aîné de J.P. Vernon. Le gars me plaît bien, et puis je dis, bon, ben, j'en suis. Voilà. Alors j'ai eu 48 heures de retard par rapport à Lucie et Cavaillès. Et là, alors qu'est-ce que fait la dernière colonne? Elle fait des graffitis, elle fait des tracts. On distribue des tracts, on les fait distribuer par quelques jeunes. Et puis, très vite, on trouve des amis. On trouve surtout des amis dès que nos tracts contiennent des informations. Parce que dans cette partie de la France non occupée, l'information est devenue quelque chose de très important. Les gens ne comprennent pas, on ne comprend pas ce qui se passe. On apprend tous les jours avec la TSF que les Allemands vont arriver à Londres incessamment. On nous bombarde de paroles apaisantes et mobilisatrices en même temps. On ne sait pas où est la famille, on n'a pas de nouvelles de ses copains, on ne sait pas ce qui se passe dans le monde. Et il y a eu une arrestation assez tôt, une nièce de Dastier. Elle est arrêtée, elle est emprisonnée, elle a une condamnation légère. On ne sent pas encore un climat lourd de répression. On sait qu'on a transgressé, évidemment. Dijon, août 41. Ah, ça concerne mes parents. Oui. Ça concerne mes parents. Les Allemands ont mis la main sur les affaires de mes parents complètement. Hein. Depuis la mise en place en zone occupée de l'ordonnance allemande concernant le recensement des biens juifs, il était urgent que les parents de Raymond Aubrac quittent Dijon et passent de l'autre côté de la ligne de démarcation. Ils se sont installés près de Villeurbanne, dans une petite épicerie désaffectée. Sa mère, Hélène, trouva un emploi à mi-temps de secrétariat et de comptabilité, tandis que son père, Albert, était contraint de prendre quelques distances avec son activité professionnelle. Lucie enceinte, Raymond trouva de son côté rapidement du travail. André Armangot, un ancien de l'école des ponts, spécialisé dans les brevets internationaux, lui a confié la responsabilité d'une officine basée à Lyon. J'avais établi de très bonnes relations avec Armangot. Et qui me dit, vous allez à Lyon, vous ouvrez un petit bureau, et puis vous correspondez avec le reste du monde, ce que je ne peux pas faire depuis Paris. Entre parenthèses, il avait mis la main sur toutes les relations franco-allemandes en matière de brevets. Tout. Aux hommes citoyens, aux bataillons, marchons, marchons, qu'un sang pur, un brave l'océan. Et puis, un beau jour, il m'a mis à la porte, du jour au lendemain. Il ne pouvait pas avoir un Samuel qui correspondait pour son bureau, alors qu'il travaillait à 80% pour les Allemands. Dans les premiers jours du mois de mai 1941, Lucie était devenue la jeune maman du petit Jean-Pierre, affectueusement surnommé Boubou.
Et elle avait compris qu'une mère se promenant avec une poussette ne pouvait qu'inspirer confiance. Les premiers numéros du mouvement de résistance Libération bénéficièrent de ce moyen original de distribution. Alors, Libération, ça commence au printemps 41, à un moment où on se rend compte de l'intérêt de la diffusion de ces informations, de ce début de propagande. Donc, il y a une espèce de bouillon, un milieu de culture d'opposition qui s'élabore petit à petit à Lyon en cherchant sa voie. Signe de vitalité, en ce printemps 1941, les journaux clandestins se multiplient. Entre les principaux d'entre eux règne une émulation et aussi une concurrence. Et ils n'hésitent pas à afficher leurs différences. On a été soupçonné d'être infiltré par le Parti communiste, mais c'est pas vrai. Il y a des anciens communistes ou des gens qui deviennent communistes. On est à gauche, évidemment. On est très anti-Pétain, très fortement anti-Pétain. C'est le mouvement le plus anti-Vichy des différents mouvements de résistance. Et puis, il y a des gens un peu connus. Bon, il y a Pierre Hervé, il y a même les Aubrac. On attaque le mouvement à cause de ça. L'équipe de Libération s'est étoffée avec l'arrivée de Pierre et Annie Hervé, deux militants quelque peu tombés en disgrâce dans la sphère des dirigeants communistes. Annie est un personnage très intéressant. Elle est très jolie, elle est pleine d'esprit, elle est très courageuse, mais elle s'évanouit. C'est une fille qui s'évanouit. Elle, tout d'un coup, au milieu de discussions, sous l'effet de je ne sais quelle sorte d'émotion, on voit Annie qui disparaît et qui s'apaise sur son fauteuil comme une fleur qui baisse la tête. Pierre est un militant du Parti communiste, c'est un intellectuel, à l'esprit et à la plume très avisée. Il a été arrêté, il s'est évadé sans avoir reçu l'accord préalable de son parti. Et son parti va le lui reprocher, paraît-il, pendant très longtemps. Il prend tout de suite beaucoup d'importance, notamment grâce à la qualité de sa plume. Derrière ce journal, ce cri de ferveur et d'amitié, se cache l'action. Ouvrier, gagne petit, saboter tout ce qui va à l'ennemi par les voies même les plus détournées. Dès l'invasion de l'URSS, le 22 juin 1941, par l'Allemagne nazie, les militants communistes avaient reçu la consigne de passer au sabotage de la production industrielle à destination du Troisième Reich et à l'action immédiate. Jeunes pour la plupart, parfois étrangers, ils ont osé franchir le pas en s'attaquant directement à l'armée allemande. Il y avait ceux qui étaient opposés à l'action immédiate, parce que c'était généralement suivi d'exécutions d'otages, c'était ça le point central. Et puis il y a ceux qui étaient convaincus de la nécessité d'entreprendre des actions immédiates, des sabotages, éventuellement des attentats bien ciblés. Moi je suis tôt pour l'action immédiate, avec les implications de l'action immédiate, naturellement. L'action immédiate, c'est pas simplement le geste d'aller tirer à la mitraillette sur un soldat allemand, c'est autre chose. Ça signifie politiquement autre chose. Politiquement, avec les actions des groupes armés et des groupes de sabotage sur le sol national, le Parti communiste français participait à la grande guerre patriotique qui s'était ouverte sur le front de l'Est. De leur côté, favorables à l'action immédiate, mais sans armes et peu aguerris aux techniques de sabotage, les militants de Libération consacraient toute leur énergie à la propagande et à l'information. Et n'ayant aucun contact direct avec Londres, ils restaient dans l'expectative quant aux réelles intentions du général de Gaulle, qui venait d'appeler à suspendre les attentats en zone occupée. Je partage un petit peu l'opinion qu'avait Dastier au début et dont on parlait, de Gaulle symbole. De Gaulle symbole. On fait notre boulot, on a nos idées, on s'organise comme on veut. Il y a De Gaulle, bon, c'est un bon symbole, il a des moyens de propagande, il a une grande gueule à la radio anglaise. On espère qu'on va obtenir quelques aides matérielles. Mais voilà, à quel moment j'ai compris que De Gaulle allait réellement incarner le pouvoir à la Libération, je ne sais pas. Je l'ai compris un jour, sûrement.
Quand est-ce que la révélation m'a été donnée, je ne peux pas le dire. Durant l'automne 1941, Yvon Moranda est un des premiers agents de la France libre à être parachuté sur le territoire national. Son arrivée permet aux militants de libération d'établir des contacts avec Londres et les rapproche du général de Gaulle, qu'ils reconnaissent comme le symbole du relèvement du pays. C'est un militant des syndicats chrétiens. Si bien qu'au moment où le général de Gaulle décide qu'il faut un contact direct avec les syndicats, en particulier avec les syndicats chrétiens, Yvon Moranda est envoyé en France avec cette mission. Et puis, à son arrivée en France, je ne sais plus par quel ensemble de circonstances, il rencontre Dastier. Dastier est un grand séducteur et il prend très vite Yvon dans ses filets. C'est une recrue très précieuse par son tempérament de militant, aussi le fait qu'il est arrivé de Londres avec des fonds assez importants qui étaient probablement destinés à d'autres qu'au mouvement Libération. Il est arrivé à Libération à un moment où nous avions une crise financière grave, et grâce à Yvon, et grâce au fonds qu'il apportait, la publication a pu reprendre. Nous avons échangé nos appartements. Nous étions très liés avec Yvon. Yvon Moranda avait succombé au charme de ce jeune couple toujours accueillant et optimiste. Et le petit Jean-Pierre fit ses premiers pas avenue Esquirol. Cette adresse est rapidement devenue une auberge espagnole où chrétiens, communistes, syndicalistes, socialistes se retrouvaient. Nous sommes fin 41, les mouvements de résistance sont jeunes, ils commencent à s'organiser. Ils ont déjà, par des moyens divers, commencé à prendre contact avec Londres. Mais De Gaulle sent la possibilité et la nécessité d'arriver à une unification. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war. À la fin de 1941, grâce aux Japonais, l'Amérique est dans la guerre. Par conséquent, fin 1941, le panorama total de la guerre s'est complètement modifié et on peut, à ce moment-là, sans être entièrement dans l'utopie, commencer à penser qu'on aura une chance de se battre contre cette armée nazie. Par conséquent, la date de la première mission de Jean Moulin, juste au changement de l'année 41-42, est extrêmement importante. Bon, alors Jean Moulin est un fonctionnaire. Il est de l'administration préfectorale. Il est détaché très tôt dans les cabinets ministériels, en tout cas au cabinet de Pierre Cotte, ministre de l'Air dans le gouvernement de Léon Blum. Il s'occupe avec Pierre Cotte beaucoup de l'aide aux républicains espagnols. À ce titre, il prend tous les contacts politiques qu'implique ce genre de mission. Il sait ce que c'est que le combat clandestin. Donc le choix de De Gaulle n'est pas tellement étonnant. C'est la première fois qu'il a un haut fonctionnaire de la République qu'il rejoint, en dehors de quelques militaires. Il rencontre Freinet à Marseille, et quelques jours après, il a rendez-vous à Lyon avec Dastier. Dastier est absent, et mes camarades me demandent d'aller à ce rendez-vous. Donc ma première rencontre avec Jean Moulin, c'est très tôt dans
probablement à la fin de la première, au milieu de la seconde semaine de janvier 1942. Rex, le pseudonyme de Jean Moulin, révèle les pouvoirs qui lui ont été confiés par le général de Gaulle. Des pouvoirs, mais surtout des responsabilités. Celle de bâtir l'unité de la résistance et celle de construire une armée secrète, l'AS, une armée de la résistance qui devait intervenir sur le territoire français au moment du débarquement. L'union de l'AS, c'est pas très compliqué. C'est des groupes de militants appartenant à différents mouvements qu'on a identifiés comme étant ceux qui veulent se battre militairement. À partir de ce moment-là, vous retrouvez des copains avec qui vous êtes d'accord pour vous préparer à vous battre. Qu'est-ce que vous cherchez ? Vous cherchez d'abord à être le plus nombreux possible. Par conséquent, l'union, l'unité, à l'intérieur de l'AS d'abord, et puis ensuite à l'intérieur de la résistance, c'est un réflexe de base, automatique. Tu veux te battre, on veut se battre, ben on va essayer de se battre ensemble, on va essayer d'être le plus nombreux possible. C'est ça l'union. Et puis, à l'autre bout, chez De Gaulle, chez Jean Moulin, c'est une condition évidente pour que l'ensemble du pays joue, si possible, un rôle dans le combat réel militaire. On n'affronte pas l'armée allemande si on est 3. Si on est 300 ou si on est 3000, on commence à pouvoir faire quelque chose. Alors un des problèmes qui se posait dès lors qu'on pensait à une armée secrète, c'était qui va commander cette armée. Alors il y en a un qui en avait le désir, c'était Henri Freinet. Henri Freinet est quand même un officier d'active, très compétent, très bon organisateur. Il a fait l'école de guerre, il connaît l'ennemi. Donc, la revendication de Freinet à être le chef de l'armée secrète n'était pas absurde. Seulement, elle n'était pas non plus acceptable, à cause du tempérament de Freinet. Vous savez comment l'appelaient ses camarades ? Henri Patron, y compris 30 ans après la guerre. C'était toujours Henri Patron. En plus, il y avait tout de même un petit fond de rivalité entre Freinet, Dacier, Jean-Pierre Lévy moins, mais quand même. Et la situation pour Jean Moulin était encore plus nette, parce qu'il savait que Freinet contestait son autorité. Il n'était pas le seul à contester son autorité. Dacier aussi. Il n'était pas à l'aise quand Moulin parlait en tant que porte-parole du général de Gaulle. Il n'aimait pas ça. Dacier était un homme très orgueilleux et il ne voyait pas pourquoi Freinet aurait reçu un adoubement qui l'aurait placé à un échelon supérieur au sien. Alors tout ça avait comme conséquence que la bonne décision était de trouver un chef de l'armée secrète qui fut extérieur au mouvement. Le vendredi 28 août 1942, place des Terreaux, à Lyon, Jean Moulin rencontre le général Charles de Lestrin, qui accepte de prendre le commandement de l'armée secrète. C'est à cette occasion que Jean Moulin lui donna son pseudonyme, Vidal. Le général de Gaulle, contacté par Moulin,
donna son accord pour que celui qui avait été son supérieur hiérarchique durant la drôle de guerre préside aux destinées de l'armée secrète. Quelques semaines plus tard, reprenant un motif central de l'appel du 18 juin 1940, De Gaulle a assuré le général de Lestrin qu'un jour, ensemble, ils referaient l'armée française. Alors ça ne nous plaisait pas beaucoup. D'un côté, nous étions contents que ce ne soit pas freiné. Et d'un autre côté, nous n'étions pas contents que ce soit encore un général. Il était, à première vue, de la catégorie des gens dont je me méfiais le plus. C'est-à-dire un vieux militaire de carrière, une vieille culotte de peau, qui se baladait avec des culottes de cheval. Et puis en réalité, c'était un type très très courageux. C'est le seul officier général qui soit dans la clandestinité parti à Londres et qui soit revu dans la clandestinité, en sachant qu'il avait les plus grands risques de se faire arrêter, ce qui s'est produit. Depuis son entrée dans la résistance, le Parti communiste français avait mis en place une force combattante, les francs-tireurs partisans. Avec le passage à l'action immédiate, la résistance prenait une toute autre dimension. La répression aussi. À la mi-42, 27 combattants de la jeunesse, tous communistes, comparaissaient devant une cour martiale réunie à la Maison de la Chimie. Arrêtés par la police de Vichy et livrés aux Allemands, 23 d'entre eux ont été fusillés au Mont-Valérien. Malgré les risques que cela supposait, les francs-tireurs multipliaient attentats, sabotages et destruction d'équipements industriels et de moyens de transport. Refusant tout attentisme, ils intensifiaient la lutte armée en zone occupée, avec l'espoir que leur action pourrait soulager les divisions de l'armée rouge encerclées à Stalingrad. Et ils cherchaient à recruter tous ceux qui étaient prêts à se battre une arme à la main, y compris dans les rangs des organisations gaullistes, comme Libération. On a eu des camarades qui pensaient ou qui disaient le Front National doit réunir toutes les organisations de résistance. Il y a eu une tentation d'hégémonie. Moi, je pense réellement qu'il y a eu un moment qu'on peut placer probablement vers le milieu de 42, avant le débarquement d'Afrique du Nord, où on aurait pu être sur une trajectoire de guerre civile. J'ai eu le sentiment qu'on risquait vraiment de se retrouver en combat entre nous. Le ciment de l'unité française, c'est le sang des Français qui n'ont pas, eux, accepté l'armistice, qui, malgré Rotonde, continuent à mourir pour la France, de ceux qui n'ont pas voulu connaître, suivant le vers de Corneille, la honte de mourir sans avoir combattu. Oui, c'est le cas sacrifice total de certains pour le salut de tous qui rassemble toute la patrie. En plus, c'est une période où la répression commence à très bien s'organiser. Les Allemands sont partout, la Gestapo s'installe. C'est aussi la période où Pierre Laval crée la milice, qui va devenir le meilleur auxiliaire de la Gestapo, avec des effectifs beaucoup plus importants que ceux de la Gestapo proprement dit. Autrement dit, on a une période intéressante, voilà. Chacun d'entre nous recrute dans nos mouvements de résistance. Alors on s'adresse à ses copains, les gens qu'on connaît. Quand je recrute Gâteau, Pommier, Delarue, Hausselier, pour citer des jeunes ingénieurs de ma génération, je sais que je ne vais pas recruter un policier. Responsable paramilitaire du mouvement Libération, Raymond Aubrac n'avait pas oublié ses camarades de l'école des Ponts, ni ses complices d'autres grandes écoles, Maurice Rousselier, Jacques Renard, Robert Ducasse, avec lesquels il avait suivi discrètement les réunions de l'université ouvrière. Leur lien d'amitié et de confiance allait bien au-delà de leur intérêt commun pour le marxisme. Et de nombreuses photographies
témoignent des camps de vacances improvisés par ces jeunes adeptes du plein air, en vogue à l'époque du Front populaire. Robert Ducasse était le Neptune du petit groupe. Il avait initié ses amis aux joies des descentes du Tarn en canoë-kayak. Fervent adepte de la pêche sous-marine, il avait plongé dans le milieu hostile des couloirs de Vichy à la recherche d'informations pour la résistance, avant de rejoindre Lucie et Raymond Aubrac à Lyon. Il a alors pris le nom de Vergaville. Maurice Rousselier et Jacques Renard, quant à eux, allaient rejoindre les frères Vernon à Toulouse. Un esprit sain dans un corps sain semblait être l'adage de ce petit groupe, ce qui les préservait certainement des conflits d'ego, comme d'une trop grande obéissance à des mots d'ordre qui auraient pu conduire à la désunion. Et l'heure était plus que jamais à l'union. Le débarquement anglo-américain au Maroc et en Algérie en novembre 1942 est condamné par le maréchal Pétain qui, comme preuve de sa fidélité à l'occupant allemand, donne immédiatement l'ordre à l'amiral Darlan de n'exercer aucune action contre les forces de l'Axe. Le 27 novembre, l'état-major de la marine ordonne à la flotte française de se saborder plutôt que de rejoindre les troupes alliées d'Afrique du Nord. Plus d'une centaine de bâtiments, parmi lesquels des fleurons de la marine, sombrent en rade de Toulon, sans combattre. Cet événement a servi d'électrochoc pour quelques officiers supérieurs de l'armée de Vichy. La dissolution de l'armée d'armistice par l'occupant acheva de les convaincre que l'heure était à la dissidence. Anti-allemands, mais aussi anti-gaullistes et anglophobes, les généraux Frères, Revers, Mollard, posèrent les fondations de l'ORA, l'organisation de résistance de l'armée, et ils placèrent leurs espoirs en le général Giraud, qui allait bientôt devenir le principal concurrent du général de Gaulle. L'organisation de résistance de l'armée possédait des cadres et des armes, mais pas de troupes. Et l'armée secrète avait des troupes, mais peu de cadres et pas d'armes. Il y avait là une situation où chacun pouvait trouver son intérêt. Jean Moulin demande alors à Raymond Aubrac d'entrer en négociation avec les responsables de l'ORA. Ce que nous voulions récupérer, c'était les dépôts d'armes organisés par l'état-major français au moment de la défaite, qui étaient cachés par des civils à la demande de l'état-major de l'époque de la fin de la guerre. Frère m'a renvoyé à Revers, tout en me faisant donner un petit tonnage d'armes. Quant au général Revers, il me répond, moi, je ne peux rien faire sans avoir les ordres de l'amiral. Et je vais le revoir après l'exécution de l'amiral Darlan. Et à ce moment-là, je lui propose de partir en Angleterre. On m'a dit, vous direz au général Revers qu'on peut le transférer en Angleterre rapidement. Il est en chemise de nuit. Il est en chemise de nuit et il me dit, je vais consulter ma femme. Tout ça se passe au milieu de la nuit. Il revient en disant, c'est pas possible, je peux pas laisser ma femme et mes 2 filles derrière moi. Le refus de l'organisation de résistance de l'armée de donner des armes à la résistance venait d'une opposition politique à l'action immédiate. Leur crainte était d'être noyés dans une masse d'hommes, des hommes dont ils ignoraient à peu près tout et qu'ils soupçonnaient de ne pas être prêts à marcher au pas. Les militaires ont horreur d'armer les civils. Voilà. Il ne faut pas compter sur les militaires pour armer les civils. C'est le métier des civils de fournir des armes aux militaires. La réciproque n'est pas vraie. Sauf en cas de mobilisation générale, mais à partir de ce moment-là, les civils en question sont devenus des militaires. Tandis qu'on voit rarement des militaires devenir des civils.
Après l'annonce par Churchill le 19 janvier 1943 d'un débarquement dans les 9 mois et la victoire de l'armée rouge à Stalingrad, les mouvements de résistance de la zone sud qui avaient fusionné se préparent en vue de l'insurrection nationale. Au même moment, les Américains ont choisi de soutenir le camp du général Giraud. En butte à l'hostilité des Américains et en froid avec Churchill, le général de Gaulle se trouve isolé et n'a que peu de moyens techniques et financiers pour aider la résistance. Et pourtant, l'aide est urgente. L'instauration par Vichy du service du travail obligatoire en Allemagne, le STO, pour soutenir l'effort de guerre des nazis contre l'URSS, a provoqué le départ dans la clandestinité de milliers de jeunes Français. Naturellement, pour nous, c'était pain béni, tous ces jeunes qui ne veulent pas partir au STO. Mais en même temps, ça nous crée des obligations quasiment insurmontables. Il faut les aider à se loger, les aider à se nourrir, les encadrer. Et pour ceux qui veulent se battre, essayer d'en faire petit à petit des combattants. On n'a aucun moyen, on n'a rien. Un peu d'imagination et encore. Si modeste soit-elle, l'arrivée de quelques officiers et sous-officiers de l'ancienne armée d'armistice dans les maquis alors était providentielle. On est content d'avoir des jeunes lieutenants comme l'actuel général Roideau qui rejoint le maquis et qui sait se battre. C'est compliqué les armes. Vous partez avec un fusil mitrailleur. Combien il faut emmener de cartouches? Combien ça pèse? Mais oui, mais c'est des problèmes comme ça. On ne les connaît pas. Les militaires le savent. C'est lors d'une réunion aux 7 rue de l'Hôtel de Ville à Lyon, le 15 mars, que la police de Vichy a appréhendé Raymond Aubrac et ses adjoints, Serge Ravanel et Maurice Krigel. Ce lieu était surveillé depuis l'arrestation dans un train d'un agent de liaison, sur lequel on avait trouvé des adresses du mouvement Libération. Munis de faux papiers aux noms respectifs de François Vallet, Serge Hacher et Maurice Fouquet, Aubrac, Ravanel et Krigel justifient leur présence par une activité de marché noir. Grâce à un juge d'instruction qui a compris très vite de quoi il s'agissait, nous sommes mis en prison dans la même cellule. C'est une cellule merveilleuse. Il y a Krigel-Valrimont, il y a Serge Ravanel, il y a François Morin-Forestier, qui est mon homologue à combat dans l'histoire de l'armée secrète. C'est encore un polytechnicien, le fils d'un amiral. L'adresse du bureau de François Morin-Forestier figurait elle aussi dans les papiers saisis sur l'agent de liaison. La présence lors de son arrestation du célèbre agent allemand Barbier, qui n'était autre que Klaus Barbie, responsable de la répression et du renseignement à la Gestapo de Lyon, faisait craindre le pire. À cela s'ajoute la saisie chez François Morin-Forestier d'un ensemble considérable de documents sur l'armée secrète. J'ai jamais vu ces archives, mais c'est des archives explosives, évidemment. Ils ont des organigrammes. Freinet était un fabricant d'organigrammes. Les semaines où il n'avait pas fait d'organigramme, il était pas à l'aise. Alors, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs de suite. Comme l'écrira plus tard Serge Ravanel, le contenu de la documentation saisie chez Morin-Forestier était vraiment terrifiant. Mais cela, à l'époque, Raymond Aubrac l'ignorait. C'est une cellule dont j'ai gardé un bon souvenir, mais je ne suis pas le seul. C'est le cas de Ravanel aussi. Sur le plan politique, ça l'a beaucoup formé, cette cellule. On discutait. C'est une cellule de prison, c'est pas une cellule du Parti communiste. Pas d'ambiguïté. Et il y a un jeune agent de liaison avec nous. Mais il faut en sortir. Alors, pour en sortir, Lucie a des accointances à l'intérieur de la prison et on nous pique les fesses. C'est-à-dire qu'on nous envoie à l'hôpital. Alors, à Lyon, à l'hôpital de l'Anticaille,
il y a une salle de police. Et c'est de cette salle où je passe quelques jours que j'apprends que je suis mis en liberté provisoire. Si surprenante que soit cette mise en liberté provisoire de Raymond Aubrac, plusieurs éléments permettent de la comprendre. J'avais aussi un très bon avocat, maître Fauconnet. Le juge d'instruction sympathisant a accepté, à la demande de Fauconnet, de signer une mise en liberté provisoire qui avait besoin du visa du procureur. Alors Lucie a fait une folie, elle a pris l'adresse personnelle du procureur et un beau soir, elle a été chez lui. Vous avez dans votre prison un certain valet, il n'y a rien dans son dossier, on n'a rien trouvé, on a perquisitionné chez lui, on l'a interrogé. Le juge d'instruction est d'accord pour sa mise en liberté provisoire, mais il faut votre signature. Alors je suis venu vous dire qu'en réalité, un valet est un officier qui travaille pour le général de Gaulle, et l'état-major du général de Gaulle entend qu'il soit remis en liberté provisoire très rapidement. Si l'initiative quelque peu inconsidérée de Lucie révèle une détermination sans faille, la raison centrale de la mise en liberté provisoire de Raymond Aubrac tient avant tout à son implication directe dans les négociations avec l'armée d'armistice. Dans les documents saisis au bureau de Morin-Forestier figuraient en clair les noms des généraux avec lesquels Raymond Aubrac avait été en contact. Et le rapport établi par le procureur soulignait que ces officiers pourraient être interrogés d'une manière très approfondie sur les conversations auxquelles ils ont participé depuis décembre dernier avec le représentant de l'armée secrète. Mais dans le rapport établi sur la base de cette documentation par les services allemands d'Ernst Kaltenbrunner, nulle part on ne trouve les noms des officiers supérieurs de l'armée d'armistice. En effet, je ne vois pas comment la police de mars 1943, trouvant des traces de collusion entre l'armée secrète et l'armée d'armistice, transmet ça purement et simplement aux Allemands. Bon. Si vraiment ils ont trouvé ces traces dans les dossiers de Morin-Forestier, quelqu'un a épuré le dossier. Dès les premiers jours de cette affaire, les services du contre-espionnage de Vichy, qui connaissaient les liens personnels entretenus dans le passé entre François Morin-Forestier et Bernard Ménétrel, amis, médecins personnels et conseillers occultes de Pétain, avaient veillé à ce qu'il ne soit pas interrogé par la Gestapo. Même si l'interrogatoire de Raymond Aubrac par les Allemands n'avait pas éveillé les soupçons, il ne fallait prendre aucun risque. Pour éviter que les noms des généraux Frères et Revers ne parviennent aux oreilles de la Gestapo, la meilleure solution était d'extraire Raymond Aubrac de sa cellule. L'instauration du service du travail obligatoire et la politique ultra-répressive de Pierre Laval avaient porté un coup fatal à l'image de Pétain, protecteur des Français. La publicité faite autour du fait que même des officiers généraux rejoignaient la résistance pouvait achever de le discréditer. Nous prenons des vacances, j'ai besoin de me reposer, et nous partons avec Lucie et Boubou. De nombreux clichés témoignent du bonheur du jeune couple se reposant à Carqueiranne, petite station balnéaire proche de Toulon. Le petit Jean-Pierre s'essayait aux difficiles exercices des bords de mer et, pâté de sable ou pêche au crabe, faisait les délices de Lucie. Raymond Aubrac n'avait pu se soustraire aux exigences de son fils qui trônait sur ses épaules. Mais il s'impatientait de devoir rester dans l'inaction. On le voit prenant des notes sur un petit carnet, s'interrogeant sûrement sur les conséquences de la réunion fondatrice du Conseil national de la Résistance, qui avait eu lieu le 27 mai. Une photographie a immortalisé cette date qui restera comme celle de l'union de la résistance par-delà les clivages politiques. Cet embryon de représentation nationale a alors apporté un soutien salutaire au général de Gaulle et lui a permis de prendre l'ascendant sur son rival, le général Giraud.
passage de la résistance à l'âge adulte en faisait un adversaire de plus en plus dangereux pour l'occupant et le régime de Vichy. Mais la Gestapo ne restait pas inactive. Dans la matinée du 9 juin, le général de Lestrin, arrivé sans protection au métro de la Muette à Paris, où il avait rendez-vous avec René Hardy, un responsable de la résistance des cheminots, a été arrêté par le capitaine Eugène Kramer. Devant ce désastre, Pascal Copeau, journaliste qui présidait aux destinées de Libération en l'absence d'Emmanuel Dastier, retenu à Londres, est venu chercher Raymond Aubrac, qui ne demandait qu'à reprendre du service. Et le dimanche 20 juin, Lucie et Raymond Aubrac retrouvaient Jean Moulin au parc de la Tête d'Or. Jean Moulin souhaitait rencontrer Lucie qu'il ne connaissait pas. Puis il poursuivit sa promenade avec Raymond, une promenade qui a été l'occasion de discuter de la succession temporaire du général de Lestrin. Il me dit « J'ai l'intention demain de proposer à la Réunion que vous soyez inspecteur général au nord et La Sagne au sud. Et vous allez avoir un travail difficile qui a été commencé par Vidal. Parce que le nord est beaucoup moins avancé que le sud dans la voie de l'unité. Il y a beaucoup de réticences, il y a beaucoup de difficultés. Et en plus, les problèmes de sécurité sont très difficiles. La manière dont Raymond Aubrac avait contribué à diminuer les tensions avec le Parti communiste en zone sud, en établissant des relations non de concurrence, mais de complémentarité, et sa capacité à entreprendre des négociations, même infructueuses, avec l'armée d'armistice, avait convaincu Jean Moulin qu'il était l'homme adéquat pour faire avancer l'unité en zone nord. La nomination d'André Lassagne en zone sud était un peu plus surprenante, mais fatigué des questions d'ego, Jean Moulin s'assurait là de ne plus avoir à lutter au quotidien avec des chefs contestant son autorité. André, c'est un camarade de mon frère. Il fait partie du groupe de joyeux garçons qui sortent ensemble et auquel appartient mon cousin Maurice, et puis marginalement aussi du Goujon. C'est lui l'organisateur de la réunion de Caluire. Il est connu, il est apprécié. « 67 ans plus tard, le 21 juin 2010, dans le train qui le ramène sur les lieux de son arrestation et de celle de 7 autres compagnons de la résistance, parmi lesquels le représentant du général de Gaulle en France, Jean Moulin, la tension de Raymond Aubrac est perceptible. On ne compte plus le nombre de fois où Raymond Aubrac, répondant à la sollicitation des journalistes, eut à se prêter au jeu de gravir les quelques marches qui conduisent au cabinet du docteur du Goujon. En franchissant la porte, on accède à 2 pièces qui se ressemblent, 2 pièces presque jumelles. D'un côté, la salle d'attente et, de l'autre, le cabinet de consultation. Dans les papiers peints aux teintes délavées, des petits carrés ont été découpés comme autant de fenêtres sur le passé. Le temps semble s'être fossilisé, comme après un drame, comme après une défaite. Comme si la résistance et ses rêves de jeunesse avaient été ensevelis en ces lieux et qu'une inquiétante présence fantomatique nous rappelait les espoirs d'hier. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège, avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé. Depuis le retour en France de Klaus Barbie en 1983 et l'ouverture de son procès pour crime contre l'humanité, les spectres du passé étaient réapparus. La cicatrice s'était réouverte. Vous n'avez pas beaucoup de courage, on dira.
Vous n'avez pas beaucoup de courage, vous ne voulez pas rester au procès. Santimir, dites-moi, qui vous a rendu, qui vous a donné Moulin? Non, je ne peux vraiment pas vous le dire. Je peux pas vous le dire. J'ai rien à dire. Vous avez rien à dire? Interrogé par la police française à plusieurs reprises dans l'immédiate après-guerre, Klaus Barbie avait toujours désigné René Hardy comme celui qui avait trahi la réunion de Caluire. Et en 1991, quelques semaines après sa mort, voici que, depuis l'obscurité de sa tombe, sa main se levait vers nous en nous tendant son testament. Un testament empoisonné qui impliquait subitement Raymond Aubrac dans les arrestations de Caluire. Condamné pour crime contre l'humanité, Klaus Barbie avait choisi de se venger de ses adversaires, les résistants, en usant de la seule arme qui avait la puissance de réveiller les morts, la calomnie. Ils étaient jeunes. Ils avaient presque tous moins de la trentaine. Et le cabinet du docteur Dugoujon n'avait jamais vu autant de patients en pleine santé se présentant pour une consultation. Les premiers arrivants étaient montés à l'étage, et comme s'ils avaient la conscience qu'un sombre jeu allait se dérouler en ces lieux, ils avaient pris place près de la porte et des fenêtres. En retard, Jean Moulin, Raymond Aubrac et le colonel Schwarzfeld restent au rez-de-chaussée, dans la salle d'attente. Quelques minutes plus tard, les tractions noires stoppent devant le domicile du docteur Dugoujon et l'histoire referme ses filets. À la tête d'un groupe de quelques hommes, Klaus Barbie fait arrêter tout le monde, patient comme résistant. Arrêté sous le nom de Claude Hermelin, dès son arrivée à l'école de santé militaire, quartier général de la Gestapo à Lyon, Raymond Aubrac est identifié comme étant François Vallet, déjà interpellé le 15 mars. Dès ce moment, Klaus Barbie sait à qui il a affaire, et son cas peut attendre. Transféré à la prison Montluc, Raymond Aubrac est alors emprisonné dans la cellule numéro 77, et l'attente s'installe. On n'est pas fouillé, on n'est pas déshabillé, on signe un registre sur lequel on met son nom, son adresse, sa date de naissance, et puis on est un peu brutalement envoyé dans une cellule. La porte se referme, on regarde, il n'y a rien, il n'y a même pas de paillasse. Il y a un seau dans un coin. Les murs sont un peu fissurés. Et puis voilà, on passe la nuit à ruminer, à méditer. On n'a pas faim. On n'a ni faim ni soif. On est dans un espèce de grand vide. Et naturellement, le point d'interrogation, c'est qu'est-ce qui va se passer demain? Le lieutenant Henri Aubry a parlé, plus de 50 pages d'aveux. Et Klaus Barbie sait maintenant que François Vallet, alias Hermelin, est Aubrac, membre directeur des mouvements unis de résistance, responsable important de l'armée secrète. Ce que j'ai vécu du côté de Barbie, il n'y a aucun effort de discussion pour retourner les uns, pour les manœuvrer entre eux, rien. La grande finesse de Klaus Barbie, c'était de dire, d'ailleurs, ça ne fait rien que tu répondes pas, je sais tout, il y a un de tes camarades qui a parlé. Ça, c'était vrai. C'était vrai, il y a un des camarades Aubry qui a pas... C'était le seul officier d'active dans notre équipe. Eh bien, Aubry n'a pas tenu le coup, il a parlé, il me l'a dit. Enceinte, Lucie ne se voit certainement pas veuve avec 2 enfants à charge. Et très rapidement, elle échafaude le projet ahurissant d'aller chercher des informations là où elle se trouve, à la Gestapo. Elle décide alors d'incarner le personnage de la vieille fille abusée par un jeune homme sans scrupules dont elle attend un enfant. Klaus Barbie, avec cynisme, lui a déclaré que François Vallet n'avait plus besoin que de 2 choses, une cigarette et un verre de rhum. Alors il y a de temps en temps des nouvelles qu'on entend par la fenêtre.
Et puis il y a aussi les fausses nouvelles. Je savais par ce système d'information que les condamnés à mort étaient descendus dans une cellule du rez-de-chaussée pour être abattus d'un coup de pistolet. Et pendant plusieurs jours, probablement une bonne semaine, je souhaitais, la chose que je souhaitais le plus au monde était un peloton d'exécution. J'ai du mal à réaliser que j'ai passé une semaine de ma vie à souhaiter un peloton d'exécution. Raymond Aubrac venant d'apprendre sa condamnation à mort, il était temps d'agir. Ayant déjà mené à bien plusieurs opérations d'évasion de résistants, Lucien Aubrac a alors bénéficié du soutien conjoint des mouvements unis de résistance et du Front National. Les mouvements s'occupaient du côté financier de l'opération et Georges Marane était à sa disposition un groupe franc. Sous le nouveau pseudonyme de Lucie Montet, elle a profité de l'absence de Klaus Barbie pour entrer en contact avec le colonel Krieger, responsable des services économiques de la Wehrmacht. Et elle a trouvé des arguments suffisamment convaincants pour qu'il facilite son mariage avec François Vallet. Le comité central de la résistance, avec Claude Bourdet, Claudius Petit et Pascal Copeau, m'ont donné 350 000 francs de l'époque pour que je puisse payer, car il fallait les arroser, ces Allemands. Ils n'ont pas fait ça pour mes bons pour qu'ils yeux, acceptent de transférer, pour qu'ils acceptent de transférer votre mari devant un notaire, au fond, c'est ça? Oui, non, que je rencontre dans les locaux de la Gestapo mon mari, mon fiancé, pour signer, pour mettre au point avec lui un contrat de mariage, parce qu'on prenait ses précautions. Bon, et puis après, comme on avait bien pris nos précautions, on a pu attaquer le camion cellulaire dans lequel il était avec 13 autres prisonniers. Les 4 Allemands ont été tués au cours de cette opération. Les 14 ont été sauvés. Raymond a été blessé parce qu'il a sauté un peu trop tôt et il a reçu une balle dans la joue qui est sortie en céton, là, à 2 pas de la carotide. Mais enfin, on s'en est tous sortis. Et dans Lyon, ça a été un événement psychologique. C'est pour ça qu'on parle de cet événement. Dans son désir de salir le courage de ceux qui lui avaient résisté, Klaus Barbie était allé jusqu'à déclarer qu'il avait lui-même organisé l'évasion de Raymond Aubrac. C'est certainement pour les remercier de leur réussite que, quelques mois plus tard, il a fait fusiller plusieurs membres du groupe franc qui avaient participé et envoyé en déportation les autres. Les éléments pouvant être retenus pour démontrer une quelconque culpabilité de Raymond Aubrac s'effondrant les uns après les autres, on en revenait inéluctablement à celle de René Hardy. Mais il ne fallait pas oublier non plus l'étrange attitude du bras droit d'Henri Freinet, Pierre de Bénouville. Dans l'objectif de remettre en question la nomination de Lassagne et Aubrac à des postes clés de l'armée secrète, il avait insisté pour que René Hardy se rende à la réunion de Caluire alors qu'il savait qu'il avait été arrêté par Klaus Barbie quelques jours plus tôt. Au moment de l'arrestation, il s'est produit cette opération singulière que tout le monde avait les menottes, sauf Hardy. Après, on a appris qu'il avait été arrêté. Donc pour moi, l'affaire Hardy, elle est claire. Elle est claire. Elle est pénible pour beaucoup de raisons, mais elle est parfaitement... J'ai pas de doute. Mon seul problème, c'est comment Hardy a-t-il été manipulé par Klaus Barbie. Voilà. Après son acquittement en 1948, la découverte après son procès de son arrestation par Klaus Barbie quelques jours avant Caluire avait conduit à l'ouverture d'une nouvelle instruction. Acquitté une seconde fois en 1950, René Hardy a maintenu jusqu'à sa mort qu'il n'était pour rien dans l'arrestation de Jean Moulin et de ses camarades. Aujourd'hui encore, les historiens débattent et même s'opposent sur la culpabilité de René Hardy. Et on ne peut que constater que l'absence de réponse juridiquement établie sur l'origine des arrestations de Caluire a laissé ouverte la boîte de Pandore de la médisance et de la calomnie. Au moment où on découvre l'arrestation de Hardy, il s'institue quelque chose dont je n'ai jamais parlé et dont j'ai horreur de parler. C'est une réunion qui se tient dans une maison près du Trocadéro
où les amis de Hardy, qui m'ont invité parce qu'ils voulaient avoir ma présence comme étant un de ceux qui avaient dès l'origine soupçonné Hardy, avec un pistolet sur la table, et mes camarades me disent « On est en train de faire prendre Hardy, on va l'amener ici, et on va lui demander de se faire justice. » Alors il s'engage une discussion très violente où je m'oppose à cette procédure en disant non, c'est pas possible, Hardy doit être jugé, il doit passer devant un tribunal et être jugé. La discussion continue et avant qu'Hardy n'arrive, je ne sais pas s'il est arrivé d'ailleurs, j'ai quitté la Réunion, je suis rentré chez moi, voilà. De temps en temps, je regrette d'avoir quitté le prétendu tribunal d'honneur du Trocadéro. Bien sûr, l'affaire se serait terminée. Si Hardy avait vraiment été amené et convaincu qu'il devait se suicider ou être suicidé, il n'y aurait pas eu tout le reste. Mais je ne regrette pas trop non plus de m'être opposé à cette procédure. Parce que j'ai toujours cru que quand il y a une légalité, il faut l'appliquer. Après son évasion spectaculaire, la joie des premiers jours de liberté est vite effacée. La nouvelle de l'arrestation de ses parents par la milice française plonge Raymond Aubrac dans un immense désespoir. La possibilité de faire dérailler un train de déportation est étudiée. Mais il est impossible de mener une telle opération sans mettre en péril trop de vies humaines. Dans la nuit du 8 février 1944, après plus de 3 mois d'attente et d'inaction insupportable, le jeune couple et le petit Boubou partaient enfin pour Londres. 48 heures après, Catherine était née dans un hôpital anglais pendant une alerte de bombardement. Et c'est le début de la vie médiatique de Lucie. Tous les services d'information et de propagande, français et anglais, ont saisi cette occasion, une matière première excellente, d'une femme qui a victorieusement combattu la Gestapo dans un combat ouvert en pleine ville de Lyon, libéré 14 prisonniers, dont son mari, et qui arrive en Angleterre pour accoucher d'un beau bébé, un des plus gros, paraît-il, dans les 24 heures qui viennent de s'écouler à l'hôpital de la Queen Charlotte. La naissance de Catherine ne permettait pas à Lucie Aubrac d'occuper le poste qui lui avait été attribué. Et c'est Raymond Aubrac qui rejoint l'Assemblée consultative d'Alger. Immédiatement, dès mon arrivée, Dastier m'a invité à partager sa villa de fonction. Il avait une très belle villa de fonction dans les hauteurs de El Biar. La vie s'est organisée. Les premiers temps, je me croyais obligé d'aller tous les jours à l'Assemblée pour remplir mes devoirs de délégué. L'Assemblée d'Alger ne disposait d'aucun pouvoir. Elle était consultative. Et les représentants qui étaient là prenaient la parole pour faire des discours qui étaient tous un peu entachés de langue de bois. Et puis ensuite, l'essentiel se passait dans les couloirs, dans les entretiens en tête-à-tête. Et j'ai trouvé l'atmosphère particulièrement déplaisante. Je sors de France, je sors d'une évasion, je sors d'un contact avec tous ces gens qui protègent les résistants, et j'arrive dans un milieu où les individus qui sont là, une bonne partie de ces individus se préoccupent surtout
de leur avenir personnel, d'établir des contacts, de préparer des voies. J'aime pas l'atmosphère. De Freinet à Dastier et Jean-Pierre Lévy, les mouvements de résistance avaient vu avec beaucoup de méfiance la participation de représentants des anciens partis politiques au Conseil national de la résistance. Et en arrivant à Alger, Raymond Aubrac a l'impression d'un retour aux temps anciens de la Troisième République. L'heure est pourtant à la préparation de l'insurrection nationale qui doit avoir lieu en même temps que le débarquement. Et c'est vrai qu'à un certain moment, le souci d'Alger, le souci de Dastier, était d'encadrer une insurrection imaginaire et virtuelle dans un espace de temps très précis sur lequel on discutait longuement. Est-ce que l'insurrection doit durer 2 jours ou est-ce qu'elle peut se permettre de durer 6 jours? Ce qui était totalement hors des réalités, naturellement. On a peur d'une insurrection parisienne trop longue. Il y a des camarades dans l'entourage des états-majors parisiens qui insistent sur le risque d'une prise de pouvoir communiste, qui font des propositions. J'ai quelques noms en mémoire, mais il n'y a pas de... J'ai oublié. Non, mais vous savez, la mémoire, c'est fugitif, hein. Ça passe et ça disparaît. Je vois les courriers que reçoit Dastier et je vis virtuellement avec mes camarades qui sont en France. Et puis je constate un conflit que j'ignorais complètement avant entre Dastier et Passy. Entre Emmanuel Dastier, toujours prompt à défendre ses prérogatives de commissaire à l'intérieur, en charge des actions sur le territoire français, et le colonel Passy, responsable de la coordination entre la France libre et la résistance intérieure, les conflits étaient si fréquents que Raymond Aubrac émit l'idée qu'un directeur des affaires politiques pourrait être désigné avec pour mission d'aplanir les difficultés entre les deux hommes. Quelques jours après, en rentrant à la villa, Dastier me dit « j'ai pas trouvé de directeur d'affaires politiques, j'en ai parlé au général, alors on va vous nommer, vous, Raymond Aubrac, directeur des affaires politiques. » Naturellement, je lève les bras au ciel. Et Dastier ajoute, vous avez rendez-vous demain à 11h avec le général. Alors je vais voir le général de Gaulle à la villa des Glycides. Et le général de Gaulle me dit, il faut mettre fin à ces conflits entre Dastier et le BCRA, c'est insupportable. On va vous nommer directeur des affaires politiques. Et au premier conflit qui risque d'exister, moi je m'occupe de Passy et vous vous occupez de Dastier. Un soir, à 11h du soir, Pierre Bloch arrive à la villa. Il a le visage décomposé et il me raconte que dans le Conseil des ministres d'où il sort, le décret me nommant directeur des affaires politiques est arrivé à la signature. Ce sont des décrets pris en Conseil des ministres. Et immédiatement, des objections ont été levées contre ma nomination, au prétexte que j'étais juif. Il y a déjà assez de juifs dans des postes importants, et notamment au commissariat à l'intérieur. Aubrac, ça fait trop. Personnellement, ça m'enlève toute envie de sommeil. Je commence à tourner en rond dans la villa en allumant ma pipe. Je prends un papier, j'envoie une lettre de démission au président de l'Assemblée consultative. Et puis, sur le coup de 4 heures du matin, je prends une voiture dans le garage et je pars à Staweli, m'engager chez les parachutistes avec mon grade de l'armée qui était le grade de sous-lieutenant. J'ai immédiatement demandé à être incorporé à une unité combattante,
si possible actuellement engagé. Je ne connais qu'un ennemi, l'envahisseur de mon pays qui tient dans ses prisons mon père, ma mère, mon frère. Un ennemi que je combats depuis le début de la guerre et que je veux combattre jusqu'à la victoire. Vous comprendrez ma détermination et combien je tiens à rester éloigné d'autres luttes que je juge stériles. Recevez, mon général, l'assurance de mon entier dévouement. Votre lettre m'a ému. Voulez-vous venir me voir? Entre parenthèses, rendez-vous à prendre à mon cabinet. Cordialement à vous, Charles de Gaulle. 4 avril 1944. Alors le général me fait asseoir, m'offre une cigarette que je refuse, et il me dit textuellement, Aubrac, j'ai vu que vous êtes volontaire pour sauter à la prochaine lune, alors vous allez vous faire tuer et j'aurai des ennuis. Vous ne pouvez pas rester sous-lieutenant de parachutiste. Je vous nomme colonel, chef d'état-major du général Koenig. Et j'ai répondu non, mon général. Je vous nomme directeur des affaires culturelles du ministère des Affaires étrangères. C'est incroyable. Hein. Il devait avoir ce poste disponible. Il ne savait pas. Non, mon général. Alors après un très très long silence, vraiment long, probablement de l'ordre d'une minute, il m'a dit, je vous nomme directeur adjoint de mon cabinet. Alors ça, c'était quelque chose de spécial, parce que le cabinet de Gaulle, c'était réellement le lieu de pouvoir à l'époque. Et finalement, je n'ai pas répondu. Je me suis levé, je me suis mis au garde à vue, et je lui ai dit, mon général, j'ai décidé de sortir de votre bureau ou directeur des affaires politiques, ou sous-lieutenant de parachutiste. J'ai collé mon calot sur la tête, j'ai fait un salut militaire impeccable, un demi-tour non moins impeccable, je suis sorti du bureau sans qu'il me dise un mot, et en traversant l'antichambre, j'ai dit à forte voix, un peu enrouée, les gens qui étaient là m'ont dit par la suite que j'étais vert et couvert de sueur, qu'on me donne une voiture. Malgré les refus successifs et insistants de Raymond Aubrac, le général de Gaulle était bien décidé à ce qu'il ne se fasse pas tuer à la prochaine lune. Le gouvernement provisoire de la République, souhaitant éviter toute vacance du pouvoir à la Libération et, par-dessus tout, empêcher la mise en place d'une administration militaire par les Alliés, avait décidé de nommer des commissaires de la République dans chaque région française. Ça, c'est la carte d'identité du commissaire de la République. Dépendant directement du général de Gaulle, ils étaient investis de pouvoirs très étendus, dont le droit de grâce, d'ordinaire réservé au seul chef d'État. Le général de Gaulle eut finalement gain de cause et Raymond Aubrac accepta le poste de commissaire de la République pour la région de Marseille. Cette lourde responsabilité, il la devait indirectement à Jean Moulin. Il y a au moins ces deux hommes qui, à un certain moment, m'ont fait confiance. Jean Moulin pour l'organisation de l'armée secrète en zone nord, et puis de Gaulle finalement m'envoie à Marseille. Bon. Mais en effet, j'ai eu la chance, sans avoir aucune intention ambitieuse ou manœuvrière, de bénéficier de la confiance de ces deux hommes-là. Alors aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les couleurs sanglantes élevées, les couleurs sanglantes élevées. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats. Le 18 août, après quelques péripéties dues aux réticences des Alliés, Raymond Aubrac débarque avec le général Delattre de Tassigny sur les côtes de Provence.
Il apprend que son ami de lycée de l'université ouvrière, Jacques Renard, vient d'être fusillé avec 22 camarades. Quand j'ai débarqué en août 1944, j'ai appris qu'il avait été commandant de la région du Midi, qui s'appelait, je crois, R2, et fusillé le 15 août à Nice. Au début de la guerre, Jacques Renard avait pris soin de mettre à l'abri les livres auxquels il tenait. Et c'est Jean-Pierre Vernant, devenu le colonel Berthier, avant d'être le grand spécialiste des mythes grecs, qui ira les chercher. J'ai l'honneur de vous faire savoir que je me suis rendu à la Maison Blanc, garde-meuble, rue Bayard à Toulouse. Ils m'ont fait connaître qu'ils sont toujours en possession des 3 caisses de livres que Jacques Renard leur avait laissées en garde jusqu'à la fin de la guerre. Dans la région de Marseille, Jacques Renard avait succédé à un autre camarade, Robert Rossi, qui faisait partie du cercle marxiste de Polytechnique. Lui avait été fusillé le 16 juillet précédent avec 38 autres résistants. Max Barrel, le rouge de l'école Polytechnique, qui faisait partie de la même promotion, avait connu le même sort. Longuement torturé par Klaus Barbie, il avait été fusillé le 11 juillet. Certains pensent que son corps est resté là, exposé en public, avec l'interdiction sous peine de mort de lui donner une sépulture. Robert Ducasse n'avait pas eu plus de chance. Robert a été fusillé le 1er août à Bordeaux par les Allemands. Je sais combien cette mort vous peinera. Nous perdons là un homme jeune, énergique, plein de qualités morales et spirituelles. Fusillé avec 47 autres résistants, le corps de Robert Ducasse n'a pas été retrouvé. Au moment de l'ouverture de la fosse commune, les familles se disputaient des cadavres mutilés et difficilement reconnaissables. Plusieurs semaines après sa disparition, sa famille a reçu une modeste valise contenant quelques vêtements et des dessins à l'aquarelle représentant des scènes de pêche sous-marine. Parmi les qualités morales et spirituelles des amis de Raymond Aubrac, le courage était la première richesse. Serge Ravanel, lui, avait eu plus de chance. Fin septembre 1944, il avait été victime d'un grave accident de moto, un accident qui mettait fin à sa fonction de chef régional des forces françaises de l'intérieur. Un accident qui avait toutes les apparences d'un attentat. Et il est vrai qu'en ces temps troubles, ceux qui avaient pour mission de maintenir la paix civile et de soutenir l'action des commissaires de la République ne s'attiraient pas que des amis. Je savais que c'était un métier de fusible. Mes collègues aussi le savaient. On savait tous qu'on était une équipe de fusibles. Je ne voulais pas faire carrière là-dedans. Et je voulais prouver que je ne voulais pas faire carrière. Et j'ai trouvé le moyen. De Gaulle vient à Marseille. Je donne un déjeuner à midi avec une vingtaine de personnages. Et puis je raccompagne De Gaulle dans sa chambre. Alors, De Gaulle me dit, ça va, Aubrac, pensez à l'État, mais ça va, la situation se déroule bien. Et puis il s'arrête, il me regarde, il me dit, il y a quand même une question qui me préoccupe. Vous avez donné à midi un déjeuner d'environ 20 couverts. Oui. Comment avez-vous financé ce déjeuner? Vous n'avez pas de frais de représentation dans votre budget. Alors je dis, mon général, je vais maintenant entrer dans la voie des aveux. 3 jours après mon arrivée ici, j'ai pris un arrêté dont j'ai interdit la publication. Et dans cet arrêté, j'ai prescrit que mon salaire et toutes mes indemnités seraient versées au trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône et que le TPG aurait à payer les dépenses de ma maison contresignées par l'intendant. Alors le déjeuner a été payé de cette manière. Alors le général m'a regardé et il m'a dit « Ah, moi j'ai des frais de représentation », m'a dit le général de Gaulle.
il a plongé la main dans son veston, il en a sorti son chéquier, Charles de Gaulle. Il m'a dit 20 couverts, 100 francs, ça fait 2000 francs. Et il a fait un chèque de 2000 francs à l'ordre de Raymond Aubrac. Et comme un crétin, j'ai donné ce chèque au TPG. Je n'ai pas refusé d'être payé parce que je me sentais incompétent. J'ai refusé d'être payé parce que je ne voulais pas qu'il fût dit que j'avais demandé ce poste, que j'avais cherché à avoir ce poste. J'ai voulu signifier qu'au moment où j'ai accepté cette mission, j'étais un homme libre et je ne suis resté. Voilà. Ça ne veut pas dire autre chose. C'est compliqué la vie. On a des décisions à prendre. On a 5 ou 6 décisions à prendre importantes. Alors, comment on les prend, ces décisions? Quelquefois, c'est urgent. Il y a un contexte. Il faut prendre une décision. Mais on ne prend pas la décision uniquement à cause du contexte. On prend la décision à cause de ce qu'on est, comment on a été construit, les expériences qu'on a faites, les valeurs auxquelles on tient, même si c'est inconscient, même si c'est très rapide. C'est comme ça la vie, hein.